bienvenue sur cette VOD de la soirée Contes et légendes. C'est la première fois que j'en poste une sur YouTube, donc on va expliquer un peu le principe. Tous les derniers dimanches du mois, je lis des contes à voix haute pendant 1h30, 2 heures à peu près. Et à partir de cette VOD, donc il y aura toutes les soirées Contes et légendes seront mises sur YouTube. Quelques jours après le stream, donc qui est toujours le dernier dimanche de chaque mois. Mais, forcément, vu qu'on aime bien faire les choses correctement, au mois de décembre, en règle générale, le dernier dimanche tombe pendant la période de fête. Le dernier dimanche, ça tombe littéralement le 31 décembre. Donc il n'y aura pas de soirée Contes et légendes le 31 décembre. Et en règle générale, je la rattrape le dimanche suivant. Donc la soirée du mois de décembre sera le 7 janvier. Et le 28, il y aura quand même la soirée Contes et légendes du mois de janvier. Voilà. Que les choses soient posées, que les choses soient dites. Pendant les fêtes, c'est compliqué. En plus, surtout un 31 décembre. On repassera pour une soirée Contes et légendes le 31 décembre. Arrêtez de penser à moi, j'ai le nez qui gratte. Même si je suppose que les gens chez qui je serai ne sont pas contre le fait que je fasse des... Voilà, qu'est-ce que j'ai? Si je pourrais le faire en direct avec Julie à la maison, je le savais, je le voyais venir gros comme une maison. Bah bien sûr, hein, bien sûr. Ça dépend, ça dépend le bouquin. Et donc là, je sais pas si on veut le voir. Si, on le voit apparaître. Ce soir, on finit les contes du Japon. Ce soir, je sais plus où on en était. Je ne sais absolument plus où on en était. Donc, mais on finit les contes du Japon ce soir. Je crois qu'on avait lu la moitié. Si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ouais. On s'était arrêté au manteau de plume la dernière fois. Oups. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, on avait lu La bouilloire merveilleuse, qui était un tanuki qui s'était transformé en bouilloire. Ça, on l'avait lu. Le moineau blessé, c'est pareil. Oui, le moineau blessé, on l'avait même lu 2 fois, parce qu'on l'avait lu dans un autre livre de contes qu'on avait lu il y a quelques mois. Donc, et là... oui, le manteau de plume, on l'avait lu aussi. C'était la dernière histoire qu'on avait lu, le manteau de plume, qui ressemblait à un conte celte qu'on avait lu aussi début d'année, je crois. C'était les contes celtes. Donc, en fait, pour la vidéo YouTube, je testerai de mettre des timecodes, histoire que vous puissiez retrouver les comptes facilement sur la vidéo. Vu qu'en règle générale, j'ai une tendance à beaucoup trop parler. Comme ça, vous saurez à quel moment il y a tel compte. Savoir à ce moment-là, je peux zapper la partie où il parle de choses pas intéressantes. Et comme ça, je peux passer directement au compte qui m'intéresse. Du quoi? Du timestamp. Excuse-moi, monsieur qui va pas au Subway. Je ne parle pas la langue de Donald Trump. J'ai pas... D'ailleurs, je ne pensais... Si, la 4ème VOD de... Si, oui, la 4ème VOD d'Advance Wars a été postée samedi soir 19h30. Elle a été mise en ligne. Techniquement, on est à jour au niveau des VOD Advance Wars. Il reste... Aloft, je l'ai pas enregistré. J'avoue, je l'ai pas enregistré. J'aurais peut-être dû le faire. Donc, on verra. Et je ferai vite fait un petit... Enfin, faut que je fasse encore un planning ce soir pour la semaine qui arrive là. Où il y aura que des streams l'après-midi. Enfin, l'après-midi, le soir, pardon. Mais c'est vrai que je l'ai pas... J'avoue, je l'ai pas fait aujourd'hui. Faut que je le fasse tout à l'heure. Je vous propose de démarrer la première histoire. Comme dit, il nous en reste 5 ce soir.
Enfin, il reste 5 histoires du Japon. Et après, à voir si... s'il reste du temps, on ira peut-être l'autre livre qui est derrière moi. Attendez, juste encore faire un truc. Avant de lancer sagement. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc, je vous propose de commencer la première histoire. Qui s'appelle Momotaro, l'enfant pêche. Il y a longtemps, un jour d'été, une vieille femme lavait du linge à la rivière. Tandis qu'elle rinçait le dernier torchon, elle vit passer une énorme pêche qui roulait dans le courant. Elle saisit rapidement un bâton et parvint, après quelques manœuvres, à ramener le fruit au bord de l'eau. « Je n'ai jamais vu de pêche aussi lourde !» s'exclama-t-elle en la soulevant avec ses 2 mains. « Ce soir, nous allons faire un bon repas. » Elle attendit impatiemment le retour de son mari. Enfin, il arriva, se déchaussa et déposa dans la cheminée le fagot de bois qu'il avait ramassé. « J'ai trouvé une merveille !» lui dit-elle triomphante. Pendant que sa femme lui racontait l'histoire, le vieil homme, stupéfait, tournait autour de la pêche sans oser la toucher. Elle lui donna un couteau. « Vas-y, coupe-la !» lui dit-elle les yeux brillants. À peine la lame touchait-elle la peau de velours que le fruit géant s'ouvrit en 2. Un joli garçon apparut, souriant et joufflu. Le couple resta un moment ahuri, incapable de bouger. Puis, la femme prit l'enfant dans ses bras en murmurant « Ça fait bien longtemps que je n'ai pas porté de bébé, mais je vais bien m'occuper de toi. » Ils l'appelèrent Momotaro, ce qui veut dire « garçon pêche » en japonais, et l'élevèrent avec amour. Rapidement, Momotaro devint grand et sa force étonna tout le village. À 5 ans, il était capable de couper un arbre avec la lame de son petit couteau. À 10 ans, aucun adulte ne parvenait à le surpasser à la lutte. Et à 15 ans, il entendit parler de l'île d'Onigashima et de ses terribles Oni. « Mère, père, laissez-moi partir là-bas. Je les combattrai et je reviendrai avec le trésor qu'ils ont volé à notre peuple, » annonça-t-il un matin. Les vieux parents frémirent sans protester, car Momotaro ne changeait jamais d'avis. La vieille femme se précipita en cuisine. « La route est longue. Je vais te préparer de délicieux gâteaux de millet, » lui dit-elle. « Je sais que tu es fort et prudent. Nous attendrons ton retour, » répondit son père. Ce jour-là, Momotaro accrocha un sabre à son côté droit, un sac de pâtisserie à sa gauche, embrassa ses parents et partit sur les routes. En chemin, il rencontra un chien qui parlait. « Tes gâteaux de millet sentent bon, Momotaro, » lui dit-il. « Si tu m'en offres un, je viens avec toi. » Le garçon donna au gourmand la boule sucrée qu'il demandait. « Le gâteau de ma mère te rendra très fort. Tu es mon obligé maintenant, et nous allons attaquer les Oni, » annonça Momotaro. Ils continuèrent le chemin à 2 et entrèrent dans une forêt. C'est alors qu'un singe, suspendu à une branche, se balança devant leurs yeux. « Où vas-tu, Momotaro ? Fais-moi goûter à tes gâteaux et je te suivrai au bout du monde. » Le garçon pêche entendit un haut singe, et pendant qu'il le dégustait, il lui expliqua son projet. « C'est bon, je te suis !» annonça le singe en sautant sur l'épaule de Momotaro. Ils sortirent de la forêt et abordèrent une colline, où un faisan les rejoignit à tire-d'aile. « On ne m'attend pas pour aller sur l'île des Oni ?» lança le faisan de bonne humeur. « Momotaro, j'ai faim. Tes fameuses boules au millet sentent bon. » Le garçon lui en offrit une, et bientôt, les 4 compagnons arrivèrent sur une plage. Une ombre lugubre planait derrière la mer, sur la ligne d'horizon. Peu inquiet, Momotaro emprunta un bateau. Il s'installa aux rames avec le singe, tandis que le chien prenait le gouvernail. En route pour l'île d'Onigashima.
Tremblez, messieurs les Oni, nous voilà, cria-t-il, menton en l'air et cheveux au vent. Posé tout en haut du mât, le faisan leur indiquait la direction à suivre. Ils accostèrent sur des rochers sombres battus par d'immenses vagues. Ils mangèrent encore quelques gâteaux de millet, bondirent sur le quai et levèrent la tête. Un château noir se dressait fièrement au-dessus d'eux. Momotaro tambourina de ses 2 poings serrés sur la lourde porte de la muraille. « Qui est là ?» demanda l'ogre sentinelle. « Ouvrez, mes amis et moi sommes venus vous détruire. » Bien évidemment, après une telle explication, le garde hésita à obéir. Alors, le faisan s'envola de l'autre côté de la porte. Bec en avant, il fonça sur le gros crâne cornu pour le piquer de toutes ses forces. À peine l'Oni s'était-il enfui que le singe grimpa de l'autre côté pour ouvrir à ses amis. « Que fait-on maintenant » demanda-t-il. Momotaro distribua les rôles. Il ordonna aux faisans de se poser sur le toit le plus haut et de provoquer les ogres pour les occuper. « Ne t'inquiète pas, le chien, le singe et moi nous serons là » cria-t-il à l'oiseau qui s'envolait. Perché au sommet du château, le faisan vit une dizaine de monstres attablés dans la cour. Il hurla « Rendez-vous! Le grand général Momotaro est ici avec son armée invincible !» Lorsqu'ils découvrirent qui leur parlait, les méchants rirent bruyamment. Ils prirent leurs lances et jouèrent à qui atteindrait l'oiseau en premier. Pendant ce temps, Momotaro, le singe et le chien, arrivaient sans bruit, prirent les gourdins posés au sol et se ruèrent sur leurs ennemis. Les gâteaux au millet de Momotaro avaient décuplé leur force, si bien que les ogres affolés crurent à une attaque de soldats surentraînés. Après une courte bataille, tous les monstres gisaient dans la cour, assommés. Tous, sauf un, leur chef, qui s'inclina en tremblant devant Momotaro. « Noble guerrier, si vous m'épargnez, je vous offre le trésor des Oni. » Momotaro accepta le marché et installa l'énorme coffre de pièces d'or au milieu du bateau. « Si vous cherchez encore à voler le moindre caillou chez nous, nous reviendrons, » le prévient-il en prenant les rames. Arrivé sur la terre ferme, Momotaro chargea le trésor sur une charrette et rentra chez lui avec ses 3 amis. Ils furent accueillis comme des rois par tous les villageois. Les plus heureux d'entre eux étaient ses vieux parents, qui, un jour d'été, l'avaient découvert dans une pêche du torrent. Il y avait un conte celte aussi qui ressemblait à ça, si je dis pas de bêtises. Oups. Beaucoup de contes qui se ressemblent. Bonjour Pixel. Ça va Pixel? Tu la regardes et à ce moment-là, elle se secoue dans tous les sens. Un Pix. Ah là 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 là, ce chat. J'espère juste qu'elle va pas venir. Sinon, je vais avoir du mal à lire avec ce pauvre petit chat. Non, je vous propose, on va enchaîner tout de suite avec la prochaine. Je vais... Ok, comme d'habitude, je m'excuse pour la prononciation, surtout en non japonais. Je pense que je vais en écorcher plus d'un. Donc je m'excuse par avance. Donc le prochain conte, c'est Botan Hime, la princesse pivoine. Oui, ça commence bien. Il y a de cela fort longtemps, le seigneur Naizen Nojo vivait avec sa fille Aya dans une magnifique demeure. Veuf très tôt, cet homme honnête consacrait sa fortune et son temps à la jeune Aya, petite princesse au teint de fleurs. Pour elle, il avait voulu un parc magnifique, avec 10 petits ponts, 100 chemins de sable blanc
et un étang parfumé où se reflétaient 1000 pivoines. Le seigneur Naizen Nojo avait exigé, tout autour de la demeure, la construction d'une muraille si solide et si bien gardée que personne n'aurait jamais pu entrer sans y être invité. Aya eut un jour 18 ans, et le seigneur Naizen Nojo décida de lui trouver un mari. Son choix se porta sur le second fils du seigneur Ako. Les deux pères se mirent d'accord. Leurs enfants obéissants se rencontrèrent, ne se trouvèrent pas déplaisants, et acceptèrent un mariage sans amour, comme cela se faisait alors. Les longs préparatifs de la noce purent commencer. Un soir de lune ronde, la belle Aya se promenait vers l'étang avec Sadayo, sa confidente. Les grenouilles coassaient gaiement sur les feuilles rondes de nénuphar. Les lucioles voltaient autour de la princesse, curieuses d'apprendre ses nouveaux secrets. Aya se dirige vers les pivoines, son endroit préféré, se dirent les petits insectes de lumière. Elle y est si souvent que sa peau et ses cheveux retiennent leur parfum. De nénuphar en nénuphar, les grenouilles leur répondirent deux mots mystérieux. Botanimé, botanimé. Sans les comprendre, Aya s'approcha trop près de l'étang et glissa sur la terre humide. Un fait extraordinaire se produisit alors. Un jeune homme sortit du champ de pivoine pour la rattraper. Il disparut lorsqu'il fut certain qu'elle avait retrouvé l'équilibre. Je ne savais pas qu'il existait des hommes si beaux, souffla Aya stupéfaite. Sa confidente lui tendit la main. Tout s'est passé si vite que je n'ai vu qu'un reflet de lumière. Comment était-il ? Lui demanda-t-elle. Encore éblouie, Aya répondit. Son kimono, d'un vert doux et puissant, était brodé de pivoine. Ses yeux et son épée brillaient comme la lune sur l'étang. C'était sans doute un grand samouraï. Ignorant tout de ce jeune homme, la princesse Pivoine se promit de revenir le voir le lendemain. Il faut donc que ce guerrier soit très rusé pour entrer ici, s'inquiéta Sadayo. Notre jardin est si bien gardé. Tu as raison, n'en parlons pas. Mon père serait capable de tout, murmura la jeune fille. Les jours suivants, le jeune samouraï ne se montra plus, et seules les grenouilles répondirent aux appels d'Aya. Alors, son teint lumineux devint pâle, son corps faible, et ses pensées sombres. Très inquiet, le seigneur, son père, convoqua la confidente de sa fille. « Maître, vous avez raison. Pour sauver Aya, je dois trahir son secret, » souffla-t-elle. Sadayo raconta l'apparition du jeune homme parmi les pivoines et l'amour insensé qu'Aya lui portait. Mais le père n'y crut pas un instant. Ce soir-là, il préféra distraire sa fille en invitant dans le jardin un célèbre joueur de biwa, un instrument de musique traditionnel japonais. Tandis que le musicien chantait en pinçant les cordes de son biwa, le beau samouraï au kimono brodé apparut dans les pivoines. « Il est revenu !» s'écria Sadayo. Toute la maisonnée le vit avant qu'il disparaisse. Aya retrouva aussitôt sa beauté et sa joie de vivre. Mais son père, lui, sombra dans une rage froide. Il décida de ruser. Il invita une nouvelle fois le musicien et ordonna au chef des gardes de capturer l'amoureux fleuri s'il se présentait. Le soir venu, le chef des gardes se cacha et attendit, silencieux et invisible parmi les pivoines. Quand les notes douces du biwa s'envolèrent, le beau samouraï se dressa pour l'écouter.
subjugué par tant d'élégance, de douceur et de beauté. Le soldat ne parvint pas à bouger. Puis, revenant à lui, il empoigna l'imprudent et ne le lâcha pas. « Je l'ai !» cria-t-il. La princesse, son père et les serviteurs accoururent. Ce qu'ils virent dans les bras du garde n'était pas un homme, mais un joli plant de pivoine. Soulagé, le père comprit. « L'esprit des fleurs te rendait visite sous la forme d'un jeune homme, ma fille, annonça-t-il. Puisque tu aimes tant les pivoines, prends soin de celle-ci. » Aya replanta amoureusement son samouraï dans un pot près de son oreiller. Ensemble, jour après jour, la fille et l'arbuste fleuri resplendissaient davantage. Cependant, la date des noces avec le second fils du seigneur Ako arriva. On rapporte qu'au moment même où le mariage fut prononcé, une servante retrouva la merveilleuse plante fanée. C'est en son honneur que la belle Aya prit le nom de Botanime, qui signifie princesse pivoine en japonais. Par contre, le 31 décembre, ce sera Contes et légendes spéciales Anna, Elsa, Reine des Neiges. Ça dépendra de ta fille. Ça dépendra entièrement de ta fille. Et maintenant, elle ne lit plus que ça. C'est fini. Ah, j'avais lu lequel la dernière fois? C'était Vaiana, non, que j'avais lu la dernière fois, il me semble. Hein? Raya? Ah oui, Raya. Vaiana. Oui, Vaiana, c'était le truc dans le Pacifique, c'est pas pareil. Oui, c'était Raya. C'était Raya et le dragon. Oui, c'est vrai que c'était celui-là que j'avais lu la dernière fois. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Que... C'est... Oh, elle ne m'avait pas interrompu. Oui. Moi, elle avait tout lu, d'un coup. Enfin, elle avait tout lu. Elle avait tout écouté. Sans m'interrompre. Se disant, elle aime beaucoup t'interrompre. Il y a tellement de livres Disney. Oui, bah ça, en même temps, c'est normal. Et il y a encore quelques livres qui vont se rajouter dans les prochains temps. Donc... D'ailleurs, il faut que je commence déjà mes recherches du prochain livre de contes. Histoire de voir. Oui. On verra. Ah si. Tu veux faire son quasi touche-lu. Ça va. Après ils sont. Après là les prochains seront un peu plus fournis. On va dire. Celui-là ça va. Comme dit. Conte du Japon il est pas. Il n'y a pas beaucoup. Enfin comme 11 histoires. Mais ceux qui sont plus offrés, il y en a quand même un petit paquet. Il y en a un petit paquet. Tu les lis pas toutes en une fois. Tellement elles sont longues parfois. Donc ça sera comme ça. Attends. Ok. Si vous pensez à moi, j'ai le nez qui gratte. Pas agréable. Ben, on va se lire le prochain. Qui s'appelle Seigneur Sac de riz. Le Japon était en paix et les samouraïs s'ennuyaient loin des combats. Hidesato avait empoigné son arc, garni son carquois de 3 flèches et accroché des épées à sa taille. Avide d'aventure, le jeune samouraï marchait bon train, à la recherche d'innocents à défendre, quand il découvrit le magnifique lac Biwa au détour du chemin. Il s'arrêta un instant pour le plaisir de le regarder scintiller au soleil, puis reprit sa route gaiement.
Plus loin, en s'engageant sur un pont qui surplombait le lac, il trouva sur son passage un dragon endormi. Son corps couvert d'écailles débordait sur le parapet, tandis qu'à chacun de ses ronflements, une fumée verte sortait de ses narines. Que faire? Prendre ses jambes à son cou? Ou bien continuer, au risque de réveiller la bête? Hidesato n'était pas homme à s'enfuir. Il escalada le monstre et sauta de l'autre côté. C'est alors qu'une voix triomphante s'éleva derrière lui. « C'est un guerrier courageux comme toi que j'attendais pour sauver mon peuple. Voilà des mois que je mets les passants à l'épreuve, mais ils ont tous rebroussé chemin, ces peureux. » Surpris, Hidesato s'était retourné. À la place du dragon, un petit homme trapu, aux cheveux roux, ajustait sa couronne aux grenouilles d'or. Son kimono, en algues vertes et brillantes, tombait sur ses grands pieds nus. Il s'inclina avec solennité et reprit. « Aimable samouraï, je serais très honoré de recevoir ton aide, si tu voulais me l'apporter. Je suis souverain. Mon palais est dans les profondeurs et dans la profondeur des eaux, mais je n'ai aucun moyen de sauver mon peuple. » Hidesato salua à son tour l'étrange personnage. « Majesté, dites-moi qui vous veut du mal, et je m'efforcerai de vous défendre, » lui répondit-il. Le petit roi l'invita à s'asseoir sur un siège de roseaux tressés, tout au bord de l'eau, et lui servit un thé dans une feuille de lotus. Il lui raconta alors qu'il vivait dans la terreur avec ses sujets, depuis qu'un gigantesque mille-pattes s'était installé sur la colline. Chaque semaine, il descend de son repère pour se désaltérer ici. Il entre tout entier dans notre royaume, boit, puis lâche son venin autour de lui. Horrifié, Hidesato demanda comment son peuple pouvait vivre dans un lac empoisonné. « Hélas, mes sujets, carpes rouges, merveilleux brochets, truites argentées et tout petits poissons meurent par centaines, » répondit le roi. Le mille-pattes les avale goulûment et remonte chez lui en riant. Nous tremblons, car il revient ce soir. Le samouraï se leva d'un bond en saisissant sa plus longue épée et demanda où le monstre se terrait. « Inutile de grimper ces chemins escarpés, » répondit le petit homme. « Nous le verrons arriver depuis le pont. » À peine installés à leur poste de guet, ils entendirent un roulement terrible, comme si une puissante armée dévalait la colline à pas cadencés. Les roches craquaient, des arbres tombaient, et le monstre riait. « Je le vois !» hurla le roi en pointant son doigt tremblotant dans le soleil couchant. « Il fonce droit sur mon royaume !» Hidesato devina l'ombre lointaine d'un corps gigantesque qui serpentait autour de la colline. Ses 1000 pieds, rebondis et lumineux comme des lanternes, se déplaçaient vers le rivage, avec la cadence et le vacarme de 100 tambours. Rapidement, le mille-pattes fut là. « Empêche-le d'entrer dans l'eau, je t'en supplie !» se lamenta le roi. « Ne craignez rien, majesté, je vais vous débarrasser de ce monstre !» assura le guerrier en saisissant son arc. Il plaça la première de ses 3 flèches dans l'encoche, étira la corde, se concentra pour viser et la lâcha. Légère et décidée, la flèche vola vers son but, heurta la tête du mille-pattes, mais hélas, ne le blessa pas. Le monstre continua sa route. Hidesato tira la deuxième flèche. Comme la première, elle toucha sa cible, mais rebondit ailleurs. Le roi enfonça les mains dans son épaisse chevelure et se ratatina d'angoisse. Le mille-pattes était sur le point d'entrer dans l'eau du lac. « Cette créature porte une armure invincible !» s'alarma-t-il.
Mon peuple va mourir puisque même un samouraï ne peut nous sauver. Hidesato perdait espoir quand soudain, il se souvint d'une légende qui affirmait que la salive humaine était mortelle pour les 1000 pattes monstrueux. Il tenta le tout pour le tout, mit d'abord la pointe de sa dernière flèche dans sa bouche, puis l'ajusta à son arc et tira. Le fin bambou siffla, frappa l'animal au front et le tua net. En s'écroulant sur le sol, le monstre fit frémir la colline. Il rebondissait aussitôt, tous les poissons et toutes les créatures merveilleuses du lac sautèrent en même temps. Il rebondissait sur l'eau en renvoyant les flammes du soleil couchant sur leurs écailles irisées. Leur danse effrénée dura jusqu'à la nuit tombée. Très reconnaissant, le roi du lac proposa 100 faveurs aux samouraïs qui les refusa toutes. « J'ai défendu des innocents et vécu ici une incroyable aventure. Cette récompense me suffit, » lui dit-il en reprenant sa route dans la nuit. Hidesato ne comprit pas vraiment ce qui se passa ensuite, car il se réveilla chez lui. Calmez-vous, je vous répondrai juste après. Sa maison était plus vaste, plus lumineuse qu'avant, et sur son tatami, 5 cadeaux l'attendaient. Il vit d'abord une grande cloche en bronze, sur laquelle il put lire comment un grand samouraï jusque-là inconnu avait vaincu le monstre 1000 pattes. Ensuite, il découvrit une épée qui rendait invincible celui qui la possédait. Il toucha un rouleau d'une soie inépuisable qui changeait de couleur à volonté, et goûta au contenu d'une marmite qui cuisinait un mets délicieux, quels que soient les ingrédients qu'on y versait. Dans un coin, un sac gonflé de riz se renversa. Hidesato se précipita pour le remettre d'aplomb, et découvrit qu'il était encore plein, malgré le tas de graines qui s'en étaient échappées. Fièrement, le jeune guerrier mit son cadeau inépuisable à la disposition de son village, qui ne connut plus jamais la fin. L'exploit du samouraï Hidesato devint célèbre au Japon, et sa région tout entière le vénéra sous le nom du seigneur sac de riz. Et coucou le magicien, comment ça va? Alors j'avoue qu'il y a... Oui, il y a fruits de mer et fruits de mer, là c'est juste du poisson. Calme-toi Pierre. J'arrive, j'entends le roi enfonçant ses mains dans le 1000 pattes. C'est surtout qu'il a pris la flèche, qu'il a mis dans sa bouche. Parce que vous retenez, hein, si vous croisez un jour un 1000 pattes monstrueux, sachez que la salive d'un humain, c'est du poison pour les 1000 pattes monstrueux. Très important. Fatigué de hier. Ah oui, non, mais même moi, je suis fatigué, je te rassure. J'ai dormi comme un sac aujourd'hui. Je me suis réveillé vers 10h. Et j'ai larvé, mais d'une force. Pris mon café, j'ai bu beaucoup d'eau. Je crois vers 14h30. Attends, genre, je crois que je suis allé au lit, j'ai fait une sieste jusqu'à 16h, un truc dans le genre. Ou peut-être j'ai fait 14h30, 16h30. Ton feu fait du bruit là. Ah non, bah, moi mon feu il me va très bien. Regarde. Non, attends, il est où? Il est là. Le gars qui confond. T'es à 8h. Je sais pas comment tu fais. Merci pour les 100 bits, en fait, carrément oublié de dire merci. Pardon, monsieur, j'ai oublié de dire merci. J'ai pris de bien vouloir m'excuser parce que Xentos, il trouve ça honteux que je ne lui offre pas de sub pour qu'après, je lui rembourse son sub. Hein, Xentos? T'es irrécupérable. Enfin, vous êtes tous irrécupérables, quoi qu'il arrive. Dormi... non, c'est demain matin où je dois me lever tôt. C'est... Moi aussi je t'aime, Xentos. T'inquiète. T'inquiète. Ouais, demain, enfin toute la semaine je suis de matin. Le réveil va sonner à 4h30. Tout ça, ça va sonner à 4h30 toute la semaine. Ça va un peu piquer. Demain, bonne grasse mat.
Bah, mois de janvier, je pourrais faire une grasse mat. Mois de janvier, vu que j'aurais démissionné, je pourrais tranquillement grasse matiner un petit peu. Donc, pas de suite. Mais après, voilà, je préfère. Mais au moins comme ça, demain, enfin, toute la semaine, je peux stream le soir. Donc, d'ailleurs, j'ai toujours pas acheté le DLC de Cyberpunk, faut que je le fasse. Vu qu'on commence la semaine qui vient là. Donc, on verra. Et ouais, faut que je fasse le planning. Je ferai le planning tout à l'heure, vite fait, avant d'aller au lit. Je ferai le planning, je vous l'annonce tout de suite. Il y aura du Advance Wars et du Cyberpunk la semaine prochaine. Oui, j'ai vu qu'Humanities a l'air sympa. Oui, j'ai vu. Oui, Xentos. Oui, oui, je l'ai vu. Oui, oui, j'ai vu ton lien. Oui. Oui. Et c'est vrai que ça fait très Project Zomboid, mais en un peu plus réaliste. Enfin, un peu plus réaliste. Plus 3D, on va dire. Donc, c'est à voir. Après, je connais pas trop le. Comme dit, je voulais déjà tester Project Zomboid notamment. Et dans ton planning, où est Rust au même endroit que ton planning. C'est inexistant. Voilà, il est devenu inexistant, Rust. Et il le sera encore pour un très long moment. J'avais le même problème que toi. Problème. Non, c'est pas problème, c'est programme le mot. Aujourd'hui, fatigué de rien faire. Ça, c'est. Si, il y a Pauline qui a fini Zelda Tears of the Kingdom aujourd'hui. Donc, la Switch aura enfin du repos. Je m'attendais à une réaction, on n'a pas eu. Ah. Bah, elle a pouffé. Voilà. Il y a Pierre qui te félicite d'avoir fini Zelda. Il te dit merci. Je suis pas dans le truc, mais Rust. Oui, non, c'est pas. Non, alors il y a une différence entre Rust et Rust. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Il y en a un, c'est un jeu de survie et pas l'autre. Donc, le est toujours fatigué de toute façon. Ça dépend. Ça dépend. En ta présence, j'étais très souvent fatigué. Et là, je sens la fatigue qui arrive d'un coup. C'est fou. Il y a beaucoup trop de. En fait, c'est juste. J'ai failli dire de la caca. Je veux dire, ta présence me fatigue, Xentos. Surtout ça, quoi. Surtout sur Temtem où tu étais fatigué. C'est surtout que Temtem, j'ai jamais compris la table des types. C'est ça le truc sur Temtem. Parce que regarde Pokémon Uranium, j'ai réussi à le finir, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Donc, c'est juste que Temtem. Ça voulait pas. Temtem, tu fais que mourir aussi. Aussi. Donc, c'est des marchés de Noël. Ah oui, c'est vrai que ça a démarré les marchés de Noël. On dirait qu'on est le premier dimanche de l'Avent aujourd'hui en fait. Et jamais j'ai Project Zomboid si t'as besoin de joueurs. Mais j'hésite. J'hésite à lancer un. Enfin, je pense que l'année prochaine je ferai du Project Zomboid. J'aurai sûrement peut-être un serveur pour Project Zomboid. Ah, vous avez fait les deux, vous avez fait. Putain. Colmar, pas du tout, c'est le week-end prochain. Le week-end prochain, premier dimanche de l'avant. 1, 2, 3. Ah oui, effectivement. Alors j'aime bien parce que tous les marchés de Noël ont déjà ouvert, mais on n'est pas encore le premier dimanche de l'avant. Ça va, tout est logique. Donc dans 2 mois, non, un peu plus que dans 2 mois. Allez, je peux vous l'annoncer tout de suite, ça va arriver, mais il y a encore 2-3 détails à régler. À partir du mois de janvier et pendant 3 mois, il y aura un serveur Minecraft. On va ouvrir un serveur Minecraft avec Jack. Et donc, il y aura possibilité de faire du Minecraft en multi
pendant 3 mois avec la commu. Je pense qu'on va faire un truc avec toute la commu. Donc ouais, on en a discuté. On va sûrement le faire comme ça. Parce que faire juste un truc à deux, ouais, c'est moins sympa que si tu demandes à toute la commu de participer pour faire du Minecraft. Je ferai comme j'ai fait la dernière fois, je proposerai un pack avec des mods histoire d'un peu simplifier le tout, avec shaders aussi si les gens veulent. Là j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à tester des trucs parce que ça voulait pas, il a fallu que je cherche plein de choses, donc voilà. Colmar, on avait l'impression d'être en Italie ou autre. T'es dans la petite Venise. Forcément, t'étais un peu quelque part en Italie, vu que c'est la petite Venise. Parce qu'il y avait beaucoup de touristes, comme d'hab. Je sais même pas si j'irai faire le marché de Noël de Strasbourg cette année. Je sais pas. Ça dépendra de mon envie, ça dépendra de ma flemme surtout. Parce que... J'attends. Ah, forcément, il y a énormément de monde sur Strasbourg. Donc... On verra. On verra. Et donc oui, il y aura Minecraft début d'année. Ça va arriver. Et je pense que... qu'on fera du Project Zomboid peut-être plus sur la fin de l'année. Je me dis si on fait ça... si on veut être dans le thème un peu Halloween, bah faut que ça soit au mois d'octobre l'année prochaine. Hein. Donc... Est-ce qu'on le fera avant ou pas? Ou est-ce que... Je sais pas. Donc... trop de sécurité. Bah c'est normal ça. On a entendu dire qu'il y avait largement moins de monde à Strasbourg qu'à Colmar. Bon écoute, faudra voir. Le truc c'est qu'il n'y a plus de... Je vais vérifier. Mais il n'y a plus de marché de Noël invité. Je crois à Strasbourg ils ont arrêté. Alors j'aimais beaucoup ce principe. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? Marché de Noël de Strasbourg. Village Gutenberg. Le Liban. Le Liban cette année? Il y avait pas déjà un truc avec le Liban l'année, il y a quelques années? Je crois que ce truc là ça a juste été un copier-coller. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Attention. Noël Strasbourg, blablabla. Grand sapin, le village du partage. Place Clévert, c'est pas ça. Place Bogny, non. Oui, c'est là. Habituellement pays invité. C'est un F1, exception d'une animation. Gros flocon. Ok, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de pays invité en fait à Strasbourg cette année. Je sais pas. Parce que j'avais souvenir que le Liban, c'était la dernière fois qu'il y avait un truc, c'était le Liban. Je me souviens que j'avais bu un pastis chaud. Moi j'avais beaucoup aimé ça et pas certaines personnes. Donc, alors c'est très bon, c'était très bon le pastis chaud. Faut aimer le pastis, mais c'était très bon, sachez-le messieurs dames. Je saurais absolument pas le refaire, mais c'était sympa. Donc Aubernais, je pense que j'irai avec mon groupe habituel. Donc il y a généralement je vais toujours minimum une fois au Bernay, ne serait-ce que pour boire un vin chaud. Donc faut juste que je demande quelle date et puis ça peut passer. Chasseur de pierre, on va parler d'un restaurant éthiopien sur Stras qui casse la baraque. J'avais entendu parler d'un resto afghan à Strasbourg qui était pas mal aussi. C'est vrai qu'un resto éthiopien, en même temps il y a tellement de restos sur Strasbourg que toujours compliqué d'être à la page, je vous l'annonce. C'est
Refaire le plein de pâte à tartiner. Ah, je vous jure, je vous jure. Ils sont récupérables. Irrécupérables. Vraiment irrécupérables. Donc, tout ça pour de la pâte à tartiner. Ah, bon, je propose qu'on lise un autre conte. C'est moi ou c'est déjà l'avant-dernier? Ah, c'est déjà l'avant-dernier. Ah, au pire, on commencera l'autre livre ce soir. On va voir. Allez. Je vous propose l'habit de paille magique. Yeah. Naoki était un garçon vif et malicieux qui adorait mentir pour profiter des gens naïfs. Dans sa petite ville, tout le monde connaissait sa réputation. Mais personne encore n'était parvenu à le prendre sur le fait. Un jour, Naoki apprit qu'un Tengu, je ne sais pas comment ça se prononce, et son fils vivaient dans une montagne toute proche. Il savait que ces créatures protectrices, à l'apparence mi-humaine, mi-oiseau, possédaient un Kakure Mino, un habit qui rend invisible. Le coquin rêva jour et nuit d'en posséder un. Cependant, l'affaire était difficile. Les Tengu, on va dire, étaient malins, puissants et pouvaient se montrer dangereux lorsqu'ils se mettaient en colère. Un matin, Naoki prit son sac et chercha sur le sentier l'endroit où le père et le fils Tengu demeuraient. Bientôt, il entendit des voix sortir d'une grotte. Vite, il se cacha et écouta. « Mon fils, tu es maintenant assez grand pour posséder un Kakure Mino, disait le père. Tu pourras apprendre beaucoup en espionnant les humains. » Fou de joie, son fils voulut essayer son habit magique. « Demain, nous descendrons ensemble au village. Mais en attendant, tu peux aller près de la cascade. Surtout, ne parle pas. Personne ne doit détecter ta présence. » Naoki se rendit à toutes jambes à l'endroit indiqué, désert à cette heure-là. Il fouilla son sac et en sortit un morceau de bambou. « Toi, tu vas beaucoup m'aider, » murmura-t-il ravi. Sans attendre, il regarda au loin en tenant son tuyau de bois comme une longue vue. « Oh, je vois Tokyo. Cette ville lointaine est plus belle que je ne le pensais, » s'écria-t-il. « Tiens, je ne savais pas que le mont Fuji était aussi haut. Quel bonheur. J'apprends tellement de choses avec ma lunette magique. » Naoki sentait une présence invisible près de lui. Bientôt, il entendit de petits bruits. Il décrivait encore le volcan quand une voix hésitante lui parla. « Il est haut comment, le mont Fuji? Fais voir !» demanda le petit Tengu. Naoki ne lui répondit pas. Il continua à s'extasier sur des paysages imaginaires. Oh, « Quelle merveille! Fais voir !» pleurnicha le jeune curieux. « Prête-moi ta longue vue !» La ruse fonctionnait. Naoki s'interrompit en regardant en l'air et déclara qu'il entendait des voix. « Mais non, tu ne rêves pas. Regarde, je suis là !» s'amusa le Tengu en ôtant son habit d'invisibilité. Un vêtement de paille apparut, assez grand pour le cacher tout entier. « Je veux bien te prêter ma lunette magique si tu me laisses enfiler ton Kakure Mino, » dit Naoki. « Je n'ai pas le droit, » soupira le Tengu. Le garçon haussa les épaules et s'éloigna en disant « Alors tant pis, tu ne sauras jamais ce que je vois. »« Attends, c'est d'accord !» cria le petit naïf. L'échange se fit aussitôt, et tandis que le Tengu s'évertuait encore à utiliser sa longue vue, le garçon dévalait le chemin. À peine arrivé en ville, il voulut essayer son habit de paille. Dans un restaurant, il dévora le repas d'un client qui vit disparaître, médusé, le contenu de son assiette. Il courut dans un parc pour barbouiller de boue le visage des passants, s'amusa à dénouer les ceintures et à voler les épingles des coiffures. La ville
tout entière fut sans dessus-dessous. Ce soir-là, Naoki rentra chez lui, épuisé. Il quitta son habit magique, salua sa mère comme si de rien n'était, et alla dormir. Cependant, le lendemain, il eut une très mauvaise surprise. Son Kakure Mino avait disparu. « N'entre plus dans la maison avec toute cette paille. Je l'ai balayée et mise au feu, » gronda sa mère. Le jeune malicieux courut devant la cheminée et ne trouva qu'un tas de paille brûlée. Il toucha les cendres et vit que sa main disparaissait. Ravi, il se dénuda, se mouilla et s'y roula tout entier. Aussitôt, il se rendit aux noces de sa voisine. Il effraya les voisins avec des bouteilles qui se versaient seules et des baguettes qui flottaient dans les airs. On parla de fantômes. Mauvais présage pour un mariage. C'est alors que la mariée eut une idée. Elle bouscula un verre de saké volant. Le nez et la bouche de Naoki, aspergés, apparurent. Elle fit mine de n'avoir rien vu et alla prévenir son jeune époux. Le moment de jouer un tour à ce coquin était enfin venu. Ils jetèrent sur lui un grand seau d'eau glacée. Naoki brailla. Les invités hurlèrent de rire et la mariée leva les bras au ciel en criant d'une voix horrifiée. Honte à vous, voisin Naoki. Comment oses-tu te présenter nu à mon mariage ? Pendant des jours, le jeune homme resta terré chez lui. Jamais il ne sut que quelques éclaboussures de saké l'avaient trahi. Ok. 31 raclettes, on peut. Ça sera ma 5e raclette de la saison. Donc oui, moi ça me va. On peut faire raclette. Juste falloir prévoir beaucoup de trucs light. Moi c'est ma première. Désolé Xentos, t'as pas les bons appareils raclette et t'as pas les bons amis. Ça va être ma 5e. Donc j'en fais une dimanche prochain. J'en fais une qui sera techniquement la 4e. Donc ah non, ça va. J'ai pas spécialement pris de poids. Je suis désolé. Au pire, file-moi tes maladies. Ça aide quand même pas mal à perdre du poids, ça. Puis en règle générale, ça va. J'aimerais aussi en faire une avant le 31. Oh, ça va être chaud. Avant le 31. Compliqué, hein. Chaud. Chaud. Très très chaud. Donc avec les fêtes, ça va être ton axe. Tu as une hépatite. Je veux toutes les hépatites du monde. Je veux tout. C'est donne-moi tout, Xentos. Ah d'ailleurs faut que j'envoie encore un... Dis-moi samedi soir avant Noël où vous seriez dispo. Ça te va le 23 décembre? Non, je sais que le 2 c'est mort, le 3 c'est mort. Après faut voir. Faut voir. Faut que j'en discute avec la demoiselle au chat. Faut que j'en discute avec elle. Donc la raclette juste avant les fêtes, c'est histoire de vraiment rien manger ça. D'ailleurs faut encore que j'envoie un message à Yannick. Je trouve qu'il m'a j'étais pas au marché la semaine dernière donc j'ai pas de nouvelles de son truc, mais faut que j'envoie un petit message. Sinon comme dit je peux regarder. Ouais non ça va être trop. 4 jours de bouffe intense, merci.
Ça, c'est raison de plus pour que j'explose. Je vais vraiment exploser si on fait ça comme ça. Donc, non, 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 non. Non, non. Non, non. Je voulais regarder. Oui, je voulais regarder. Au pire, sinon, comme dit, il y a le boucher au marché aussi qui fait des trucs. Bah déjà, il faut que j'ai le truc de Yannick. J'adore avoir des poils de pixels coincés dans la barbe. J'adore. En fait, il me faut juste ça et puis après, il y a moyen de trouver. Attends, je regarde. Je sais que le boucher, il avait aussi mis un truc. Yes. Ouais, non, j'arriverai pas à trouver sur l'instant. Faut que je regarde, je sais que le truc du boucher, il avait un truc aussi, mais... Ouais, c'est pas ça. Faut que je regarde. Donc t'inquiète. Je te tiendrai au jus. Oui, 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 oui. Au courant de la semaine, si tout va bien. Si Yannick me répond, je pourrais te dire ça. T'inquiète. Bon, je vous propose le dernier conte du Japon du jour. Puis on pourra commencer l'autre livre, dont j'ai carrément oublié le nom. Mais en plus, elle est pas longue celle-là, j'ai l'impression. Non, elle est pas vraiment longue. Allez. Vivement des noms plus simples à lire. Yazumazu, le joueur de flûte. Le bon prince Yazumazu régnait sur la riche péninsule de Satsuma, au sud du Japon. Musicien, il jouait si bien de la flûte, qu'on ne trouvait pas meilleur que lui dans le pays. Le royaume hérité de ses ancêtres donnait plus de riz, de thé, de fruits et de mûriers à soie que son peuple ne pouvait en rêver. En ce temps-là, la vie était prospère et joyeuse à Satsuma. Hélas, après un printemps trop pluvieux qui pourrit toutes les plantations jusqu'aux racines, arrivèrent un été de feu, un automne de tempête et un hiver de glace. Le bétail mourut et les terres, jadis riantes, se craquelèrent en un vaste désert. Sans semailles ni bourgeons, le printemps suivant n'apporta que la famine dans le royaume. Désespéré, le prince Yazumazu, je vais y arriver, parcourut la péninsule à cheval en compagnie de Sénine, un vieux sage. Les caisses du royaume sont vides, je ne peux plus soulager cette misère, se désolait-il. Je ne vois que de la boue à perte de vue, et une terre aussi nue ne permet pas de manger. Pourtant, Seigneur, d'autres peuples en vivent sans rien semer, lui répondit le sage. Il expliqua que la Corée voisine était gouvernée par un puissant génie qui gardait jalousement ses secrets pour son pays. Avec leur argile, les Coréens font des vases aux couleurs brillantes, des plats précieux et veinés comme l'ivoire. Ils les vendent et achètent du riz, du thé et des habits brodés en quantité. Le prince laissa éclater sa joie. « Allons voir ce bon génie. »« Surtout pas, Seigneur. Il vous tuerait comme tous les curieux, » s'exclama Sénine. « Pour deviner ses procédés, il faudra se cacher, ruser, risquer un mauvais sort. Trop de danger pour un prince. »
Yasumazu releva la tête. « Je sauverai mon peuple ou je mourrai là-bas, dit-il. Il donna à son cheval un petit coup de talon et fila vers le nord. Il s'embarqua, déguisé en homme du peuple, et arriva dans un petit port de Corée. Là, des hommes chargeaient des caisses de poterie. Le prince les interrogea sur leur fabrication. « Ne serais-tu pas un espion » aboya un marchand méfiant. « Le génie a des oreilles partout et ton imprudence te coûtera la vie. » Les hommes forts du port foncèrent sur lui d'un pas déterminé. Alors, le prince sortit sa vieille flûte en bambou. « Moi, je ne cherche qu'à vous offrir ma musique, » dit-il avant de souffler dans son instrument. Il joua une longue mélodie qu'il tenait de ses ancêtres. Une musique envoûtante, capable de changer un dur guerrier en amoureux de la paix. Très vite, pourquoi je me suis arrêté? Parce qu'à côté j'ai Pauline qui a décidé d'avoir Pixel en petit, en baluchon, on va dire, au niveau de son ventre. Ça va Pixel? T'es contente? J'en peux plus de cette femme, j'en peux plus. Eh ouais, tiens, maintenant fais ça avec Fox. J'ai quand même 8 kilos. Très vite, un cercle de marchands et de potiers, charmés, se forma et grossit autour de lui. Le lendemain, la renommée du joueur de flûte avait gagné le pays. Le génie lui-même l'envoya chercher. Le prince Yasumazu traversa la Corée en charrette. Il put voir en chemin des femmes tamiser la terre, des enfants la mouiller, des hommes la frapper longuement. Il regarda des artisans la façonner sur un tour, puis la cuire dans de vastes fours. Enfin, au palais, on l'amena devant le génie, un monstre mi-homme, mi-crapaud, entouré de courtisans. « Joue, puisque c'est ton métier, et je verrai ce que je fais de toi, » grogna-t-il. Le cœur battant, Yasumazu sortit de sa flûte les notes les plus subtiles. Mais tandis que l'auditoire était conquis, le chef piaffait d'ennui. « Tu me casses les oreilles avec ton bon bout, » hurla-t-il tout à coup. « Ma femme a l'air d'aimer, alors je ne te tuerai pas, mais j'ordonne qu'on te renvoie chez toi. » Aussitôt, le joueur de flûte fut ramené au port. Et dès que les gardes eurent le dos tourné, marchands et ouvriers lui demandèrent un dernier concert. Yasumazu ne se fit pas prier pour les envoûter. Bientôt, il eut une idée folle, une idée très risquée. Il raconta qui il était, d'où il venait et ce qu'il était venu chercher. Alors, certains ouvriers le suivirent pour l'aider à sauver son peuple, et le grand navire quitta le petit port avec 100 sauveurs, 100 détenteurs de secrets à son bord. Cependant, prévenu par ses espions, le génie tenta de le rattraper. Il arriva quand le bateau du prince de Satsuma quittait le port. « J'ordonne que tu joues sans cesse et que ta musique porte malheur à ceux qui l'écoutent, » hurla-t-il. Yasumazu éclata de rire et débarqua en vainqueur sur la presqu'île de Satsuma. Il voulut pourtant vérifier que la malédiction ne l'avait pas touché. Il s'isola et joua pour les oiseaux qui s'envolèrent, transformés en corbeaux. Un chien, qui passait sur un pont, tomba et se noya. Et, fait incroyable, Yasumazu ne parvint pas à éloigner la flûte de sa bouche. Affolé, il prit la décision de marcher devant lui et de disparaître à l'horizon sans laisser d'explication. Le prince était perdu à jamais,
Mais pour son peuple, il avait gagné. Grâce à son courage, Satsuma redevint une presqu'île riche, aux poteries renommées. On dit que les passants, qui parfois croisent encore Yasumazu, se bouchent les oreilles pour ne pas l'entendre jouer. Et coucou Maneki! Comment ça va? Nous venons de finir les contes traditionnels du Japon. Attention, ça ne rigole plus. Je vais même de ce pas chercher le prochain livre. Sauf que j'ai pas assez de longueur de câble. Et celui-là, je l'ai. Danse pour moi. BI Danse pour moi. BIIATCH. Hashtag ref à l'ancienne. Ok. Merci pour le sub. Alors, je ne vais rien dire. Mais écoute, ça allait Maneki jusqu'à ce qu'il soit. Non. Quand je réussir à prononcer cette phrase, jusqu'à ce que je sois obligé, voilà, de danser. Mais oui, bien sûr, j'ai la ref. Cet homme, je vous jure. Et coucou Fléau. Mais comment vous allez Tulka et Fléau? Donc il faut vraiment que je danse, c'est ça? Un mouvement de tête, ça passe un petit. Attends, faut danser avec la musique. La musique elle est très calme et très douce, ça va pas le faire. C'est. Lucas, faut que tu expliques tes références. J'avais Ali en tête et du coup je me suis dit bah c'est parti. Mais oui! Des années que je l'ai pas vu ce film. Ah mon dieu. Alichi. Fais une danse traditionnelle japonaise, ça restera dans le thème. Le pire c'est que j'en ai déjà vu de la danse traditionnelle japonaise. J'ai vu. Ça remonte à un paquet d'années. Dans la rue avec les tiens. Non mais le film c'est un grand n'importe quoi. c'est n'importe quoi ce film. J'avais vu de la danse japonaise, j'avais vu du théâtre traditionnel japonais, le kabuki et le no, j'avais vu les deux. Il y avait une pièce de kabuki, non c'était l'inverse, c'est une pièce de no, de la danse et une pièce de kabuki, je sais plus un des deux. Et je me souviens que c'était à Ribeauvillé. À l'époque j'étais sur Stras, donc en gros c'était le soir après les cours. Et Ribot, c'est à peu près à une bonne heure. Une bonne heure en dessous de Stras. Bonne nuit, plein de bisous. Mais bonne nuit, Julie. Des bisous à elle. Je transmettrai les bisous à Tata, à Fox et à Pixel. Ouais, et c'était une heure en dessous de Stras. Et donc, j'avais déjà la journée de cours dans les pattes. Je descends à Ribot. Et je crois que la représentation était aux alentours de 19h ou 20h, un truc dans le genre. J'arrive à la salle, je suis déjà à moitié mort. Et le truc c'est... je vais regarder histoire de pas dire de bêtises. Il y a une des deux formes théâtrales, c'est du... c'est de la comédie et l'autre c'est plus de la tragédie. Ok, donc le no. Donc le kabuki c'est de la comédie et le no c'est du théâtre tragique, on va dire. Je vais voir Tata pour dire bonne nuit, mais je sais même pas ce qu'elle fait. Pauline, tu peux juste venir? Oui, tu peux venir 2 secondes? Oui, le kabuki c'est le théâtre comique et le théâtre no c'est le tragique. Il y a Julie qui veut te dire au revoir, il faut que tu sois là. Au revoir Julie. Bonne nuit. Mouah. T'as enlevé le petit chat. J'ai enlevé le petit chat. T'as enlevé le petit Mais chat. par contre, du coup, ma chien panda. 20 femmes, à peu près 30 ans bientôt.
bien sous tout rapport, cuisine bien, vraiment très bien. Habillé en panda, pas cher, frais d'entretien élevés par contre. Mais Normal, c'est un panda. je vous jure. Bref, j'en peux plus de cette femme. Donc oui, donc le théâtre No c'est du dramatique et le théâtre Kabuki c'est du comique. Et donc j'avais déjà une journée de cours dans les pattes et j'étais déjà au bout de ma vie. Je m'installe dans la salle et il commence par le Kabuki. Kabuki, comédie, tout ça machin, t'es dedans, c'est de la comédie, le rire étant universel. T'arrives, même s'il parle en jap, t'arrives à comprendre l'histoire, t'arrives ce qui se passe, tu comprends un peu les quiproquos, tout ça. Tu as demandé son consentement, bien sûr. Allez Théo, est-ce que tu l'as vu dire non? Est-ce que tu l'as vu dire? Je ne pense pas, donc on est bon. Donc t'es dedans vu que c'est de la comédie. Une jolie demoiselle déguisée en panda, on ne peut que fondre. Tu l'as payé combien, Fléau, pour qu'il dise ça, Pauline Fléau qui dit une jolie demoiselle déguisée en panda, on ne peut que fondre. Oh, c'est gentil tout ça. Il t'a payé combien? Merci Fléau. Ouais. Ouais. Et une fois que le kabuki était fini, il y avait un petit interlude danse traditionnelle japonaise. Et à ce moment-là, je sais que... Alors, c'est ça le pire. J'étais à peu près à la moitié de la salle, en termes de placement. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que devant moi, il y avait le consul... il y avait le consul du Japon. Et en fait, quand la danse a commencé, et le no aussi, ça a fait... Et je me suis endormi. Vraiment, mais comme une merde. Je me suis endormi mais comme une merde. Mais vraiment. Bon, je me suis réveillé en plein milieu évidemment. Mais je me suis dit, j'ai quand même dormi comme un sac. Juste derrière le consul du Japon. Voilà. Mais c'était une très bonne pièce. Je fais ça gratuit, je suis un mauvais capitaliste. Ah, c'était donc ça. Mais donc ouais, j'ai déjà vu de la danse traditionnelle et du théâtre traditionnel japonais. Comme dit, c'est intéressant, mais pas après une journée complète. Pas après 10 heures, pas après 10 heures de cours magistraux à la fac. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas. C'est pas humainement possible de tenir aussi longtemps. Moi, je me suis vraiment endormi. Comme un sac, je me suis endormi. Donc, mais t'es au courant qu'elle va passer sa nuit avec nous, sauf si elle... ouais, c'est ça. Ouais, enfin, je signale que t'as quand même fait une sieste avec ce pauvre chat toute l'après-midi et qu'elle était toute sage et toute calme. Toute la matinée, tu veux dire. Oui, toute la matinée, pardon. Donc, tu l'as jarté une fois et après, quand elle est revenue, elle était calme. Si, tu l'as jarté. Directement début de nuit. Jarté. Oui. Après, il y a Pince qui a voulu sortir, donc j'ai ouvert la porte, j'ai rejarté. Donc, voilà. Bah, tu veux découvrir un des plus beaux contes de mon enfance? C'est le prochain livre. On va en lire un petit aujourd'hui. Donc, les plus beaux contes de mon enfance. Ce sera le livre qu'on fera là pour le mois de décembre. Peut-être le mois de janvier aussi. Il y a quand même pas mal de contes. Et on retrouve des contes qu'on avait déjà lus. C'est bizarre, ça, dis donc. Ouais, il y a quand même beaucoup de contes. Donc, on trouve un petit paquet. Ouais, on va s'en lire un. Juste un, histoire de dire on a démarré le livre. Et on commence par Blanche-Neige. Allez. Je sens qu'en plus... Ah si, je l'avais déjà lu, je crois, en plus. Bon. Trois quarts des contes, je crois que je commence à les trouver. C'est pour ça que j'aime bien avoir des contes d'autres pays. Histoire de pas tomber toujours sur les mêmes contes, sur les contes européens, notamment. On les a déjà lus 14 fois. Qu'est-ce qu'il y a, Pixel? Ok, on fait des choses bizarres. J'ai pas compris. Un Pix. Ouais, ok. Allez, on va se lire Blanche-Neige.
C'était l'hiver. Les flocons de neige tombaient du ciel comme un léger duvet. Une reine, assise sur le rebord de sa fenêtre en bois d'ébène, cousait. Tandis qu'elle regardait neiger dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge était si joli sur la neige blanche qu'elle se dit « Oh, si seulement j'avais un enfant dont la peau serait aussi blanche que la neige, les joues aussi rouges que le sang et les cheveux aussi noirs que l'ébène. » Peu de temps après, elle mit au monde une petite fille qui était en tout point ce qu'elle espérait. Ainsi, on l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Très belle, mais vaniteuse. Elle ne supportait pas l'idée que l'on puisse l'être davantage qu'elle. Or, la reine possédait un miroir magique, dans lequel elle n'avait de cesse de s'admirer. Chaque jour, elle lui demandait « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?» Et le miroir répondait « Ma reine, vous êtes la plus belle. » Ainsi, elle se sentait rassurée, car le miroir disait toujours la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait toujours plus jolie. À 7 ans, elle était aussi belle que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un matin, celle-ci interrogea son miroir. « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?» Et le miroir répondit « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. » La reine, bouleversée et verte de jalousie, se mit à haïr l'enfant. L'envie et l'orgueil ne firent que croître en elle, au point de lui faire perdre le repos. De rage, elle fit venir un chasseur et lui ordonna ceci. « Emmène l'enfant dans la forêt, tue-la, et rapporte-moi son cœur pour preuve. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans les bois. Mais, alors qu'il s'apprêtait à plonger son couteau dans le cœur de l'enfant, la petite fille se mit à pleurer et le supplia. « Chasseur, laisse-moi la vie sauve. Je m'enfuirai au plus profond de la forêt pour n'en plus revenir. » Elle était si attendrissante que le chasseur eut pitié. « Sauve-toi, pauvre petite, » dit-il. Il songea que les bêtes sauvages auraient tôt fait de la dévorer. Malgré tout, il se sentit soulagé de ne pas avoir à la tuer. Alors, il prit le cœur d'un marcassin et l'apporta pour preuve à la reine. La méchante femme le fit préparer par son cuisinier et le mangea. Blanche-Neige, quant à elle, errait seule dans les bois. Elle regardait les arbres et leurs branches inquiétantes danser autour d'elle. Apeurée, elle se mit à courir à travers les ronces, trébuchant sur les cailloux. Les animaux sauvages passaient devant elle en bondissant, mais ils ne lui faisaient aucun mal. Alors, elle courut aussi longtemps que ses jambes purent la porter. À la tombée de la nuit, elle aperçut une petite maison. Elle décida d'entrer s'y reposer. L'intérieur était mignon et très propre, mais tout y était minuscule. Au centre, sur une table recouverte d'une nappe blanche, étaient disposées 7 petites assiettes et 7 petites cuillères. Et enfin, 7 petits gobelets. Contre le mur, 7 petits lits étaient alignés l'un à côté de l'autre et couverts de draps blancs comme neige. Blanche-Neige, affamée et assoiffée, mangea un peu de légumes et de pain dans chacune des assiettes et but une gorgée d'eau dans chacun des gobelets. Pardon, car elle ne voulait pas prendre la portion entière à la même personne. Puis, fatiguée, elle essaya tous les lits pour s'allonger finalement sur le 7e et s'endormit. Quand il fit tout à fait nuit,
les habitants du petit logis rentrèrent chez eux. C'étaient 7 nains. Ils s'en revenaient des montagnes, où ils travaillaient à la mine, creusant et piochant pour extraire l'or et l'airain. Ils allumèrent leurs 7 petites lanternes. Lorsque la pièce fut bien éclairée, ils constatèrent que quelqu'un y était venu, car tout n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier s'interrogea. « Qui s'est assis sur ma chaise ?» Le deuxième. « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième. « Qui a pris de mon pain ?» Le quatrième. « Qui a touché à mes légumes ?» Le cinquième. « Qui a piqué ma fourchette ?» Le sixième. « Qui a coupé avec mon couteau ?» Et le septième. « Qui a bu dans mon gobelet ?» Le premier, en se retournant, vit que son lit était en désordre. « Qui s'est couché dans mon lit ?» demanda-t-il. Les autres accoururent et s'écrièrent. « Quelqu'un s'est allongé dans le mien aussi. » Puis, le septième, en regardant son lit, y aperçut Blanche-Neige endormie. Il appela ses compagnons, qui se hâtèrent de le rejoindre et poussèrent des cris d'étonnement. Alors, munis de leurs petites lanternes, ils s'approchèrent de Blanche-Neige pour mieux la contempler. « Oh, qu'elle est belle !» s'exclamèrent-ils. Tout à leur joie, ils se retinrent bien de la réveiller. Aussi, le septième nain dormit 1 heure dans le lit de chacun de ses compagnons, jusqu'au lever du jour. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla et poussa un cri de frayeur en voyant les nains. Mais ceux-ci lui demandèrent gentiment. « Comment t'appelles-tu » ? « Blanche-Neige, répondit-elle. « Quel hasard t'a conduite Donc quel hasard t'a conduit jusqu'ici ?» reprirent les nains. Alors, Blanche-Neige leur conta son histoire. Quand elle eut terminé, les nains déclarèrent. « Tu peux rester chez nous, si tu tiens tout en ordre durant notre absence la journée. Ici, tu ne manqueras de rien. »« Oui, répondit Blanche-Neige, j'accepte de tout cœur. » Les nains s'en allaient de bon matin dans les montagnes chercher l'or et l'airain, et ne rentraient qu'à l'heure du dîner. Blanche-Neige, restant seule tout le jour, les nains l'avaient avertie de se tenir sur ses gardes. « La reine finira bien par apprendre que tu te caches ici. N'ouvre à personne. » Or, la reine, croyant s'être débarrassée de Blanche-Neige, s'imaginait être de nouveau la plus belle du royaume. Pour en être certaine, elle se mira dans son miroir et lui demanda « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?» Aussitôt, le miroir répondit « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige, au-delà des monts d'or et d'airain, chez les 7 nains, est 1000 fois plus jolie. » La reine pâlit de colère, car elle savait que le miroir ne mentait pas. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Aussi se mit-elle à réfléchir au moyen de la tuer. Tant qu'elle n'était pas la plus belle, la jalousie ne lui laisserait pas de repos. Elle maquilla son visage, se déguisa en marchande et se rendit chez les 7 nains. Là, elle frappa à la porte du logis et cria « Belles marchandises à vendre ! Achetez, achetez mes belles marchandises !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et demanda « Bonjour, que vendez-vous ?»« Des rubans de soie de toutes les couleurs, » répondit la marchande. « Je veux bien ouvrir à cette vieille femme, pensa Blanche-Neige, qui tira le verrou pour la laisser entrer. »« Mon enfant, dit celle-ci, voulez-vous que je vous montre comment bien lasser votre corset ?» Blanche-Neige ne se méfia pas et permit à la vieille femme de lasser le ruban. Mais elle serra si fort que la jeune fille en perdit le souffle et s'évanouit. Les 7 nains redescendirent de la montagne peu de temps après. Ils trouvèrent leur chère Blanche-Neige étendue par terre, comme morte. Ils se dépêchèrent de desserrer le ruban
et Blanche-Neige put respirer de nouveau. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils s'exclamèrent. La vieille marchande n'était autre que la reine. Prends garde de n'ouvrir à personne désormais, en notre absence. Sitôt de retour, la méchante reine s'empressa de s'asseoir à son miroir pour lui demander « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?» Mais le miroir répondit « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige, au-delà des monts d'or et d'airain, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle. » À ces paroles, Pix. À ces paroles, la reine éprouva une vive colère. Elle comprit que Blanche-Neige était toujours en vie, et hors d'elle s'écria « À présent, je vais inventer quelque chose qui la fera disparaître à tout jamais !» Par un tour de sorcellerie, elle fabriqua un peigne empoisonné. Elle se déguisa de nouveau en colporteuse et se rendit chez les 7 nains. Là, elle frappa la porte du logis et cria « Belles marchandises à vendre! Achetez, achetez mes belles marchandises !» Mais Blanche-Neige répondit « Passez votre chemin, je ne peux ouvrir à personne. » « Tu as bien le droit de regarder ce que je t'apporte, » rétorqua la vieille femme. Elle plaça alors sous les yeux de Blanche-Neige le peigne empoisonné. Il lui plaisait tant qu'elle fit entrer la colporteuse. « Laisse-moi te coiffer, dit celle-ci. » La pauvre Blanche-Neige ne se méfia pas et la laissa faire. À peine la vieille femme eut-elle passé le peigne dans ses cheveux que la jeune fille perdit connaissance. Par bonheur, le soir approchait, et c'était le moment où rentraient les 7 nains. En apercevant Blanche-Neige qui gisait au sol, ils soupçonnèrent immédiatement la reine et cherchèrent partout la cause de son évanouissement. Trouvant le peigne empoisonné, ils le retirèrent. Revenue à elle, Blanche-Neige leur raconta ce qui était arrivé. Alors, les nains lui conseillèrent une fois de plus de se tenir sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Dans son palais, la reine consulta son miroir. « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?» Et comme auparavant, le miroir répondit « Ma reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige, au-delà des monts d'or et d'airain chez les 7 nains, est 1000 fois plus jolie. » La reine tressaillit, furieuse. « Blanche-Neige doit mourir !» s'écria-t-elle, « coûte que coûte !» Alors, elle s'enferma dans une pièce secrète, où elle prépara une appétissante pomme empoisonnée. Si le fruit avait belle apparence, au point d'avoir envie de le croquer, il avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Déguisée en paysanne, la reine se rendit chez les 7 nains. Là, elle frappa à la porte du logis. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je ne peux laisser entrer personne. Les nains me l'ont défendu. »« Soit, » répliqua la paysanne. « J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs. Mais accepte celle-ci. Je te l'offre. »« Non merci, » répondit Blanche-Neige. « Je ne dois rien accepter. »« Aurais-tu peur d'être empoisonnée ?» demanda alors la paysanne. « Regarde, je te partage la pomme en 2. Mange la moitié rouge, je mangerai la blanche. » La reine, dans sa malice, avait pris soin d'empoisonner une partie seulement de la pomme. De beaux fruits faisaient envie à Blanche-Neige, et lorsqu'elle vit la paysanne croquer dans sa moitié, elle ne put résister, et tendit la main vers la partie où se trouvait le poison. À peine eut-elle pris une bouchée, qu'elle s'écroula. La reine la considéra de ses yeux méchants, ricana et déclara « Blanche comme la neige, rouge comme le sang et noire comme l'ébène. Cette fois-ci, les nains ne pourront rien pour toi. » Et lorsque, ce soir-là, elle interrogea son miroir, « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?»
Celui-ci répondit enfin : « Ma reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » Alors, son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand les 7 nains regagnèrent leur logis, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, semblant ne plus respirer. Ils cherchèrent la cause de son malaise, desserrèrent son ruban, coiffèrent ses cheveux, passèrent de l'eau sur son visage, mais en vain. Alors, ils s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis, ils lui fabriquèrent un cercueil de verre, afin de pouvoir l'admirer toujours, sur lequel ils inscrivirent son nom en lettres d'or et une formule indiquant qu'elle était fille de roi. Ils le portèrent au sommet de leur montagne. L'un d'eux restait toujours auprès d'elle. Les oiseaux aussi vinrent pleurer Blanche-Neige. D'abord un hibou, puis un corbeau, et enfin une colombe. Blanche-Neige demeura ainsi de longues années, comme endormie. Sa peau était toujours blanche comme la neige, ses joues rouges comme le sang, et ses beaux cheveux noirs comme l'ébène. Un jour, un prince qui chevauchait en forêt fit halte à la maison des 7 nains pour y passer la nuit. Puis il se rendit au sommet de la montagne et vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre. Après avoir lu l'inscription en lettres d'or, il dit aux nains : « Laissez-moi l'emporter en l'échange de ce que vous voudrez. »« Nous ne le céderons pas pour tout l'or du monde, » répondirent les nains. En ce cas, reprit le prince d'un ton suppléant, « faites-moi présent, car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. » Les nains furent touchés par la requête du prince et lui permirent d'emporter le cercueil de verre. Les serviteurs furent appelés et le hissèrent sur leurs épaules. Mais, heurtant une racine, ils trébuchèrent. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné. Aussitôt, la jeune femme ouvrit les yeux et souleva le couvercle de verre. « Où suis-je » demanda-t-elle en se redressant. « Auprès de moi » répondit le prince fou de bonheur. Les 2 jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre, et bientôt ils décidèrent de célébrer leurs noces. La reine fut invitée au mariage. Après s'être parée de ses plus beaux atours, elle s'admira dans son miroir et lui demanda : « Miroir, miroir chéri, qui est la plus belle en ce pays ?» Ce à quoi le miroir répondit : « Ma reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est 1000 fois plus jolie. » La méchante femme, troublée, se rendit à la noce car elle désirait plus que tout voir cette jeune reine. Lorsqu'elle reconnut Blanche-Neige, elle se figea, proféra un affreux juron et en perdit la raison. Alors, j'ai dû faire des pauses parce que j'ai une pixel sur le côté qui a un chouille fofolle. Ah là 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 là, je vous jure, ces chats. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Oh. YouTube, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je te le redis au cas où, rien que pour toi, YouTube. La prochaine soirée Contes et légendes, ici pour vous sur le stream, ça sera début janvier. Celle de décembre tombe le 31 décembre. Donc, on se dit à début janvier, YouTube, pour la prochaine soirée Contes et légendes. Des bisous, YouTube!